Vostra. L'avantage, c'est Prisma Media, c'est justement qu'il y a une très grande maturité sur le digital. Et donc, il y a en permanence la recherche de nouvelles sources de revenus. Et à partir du moment où le travail du journaliste n'est pas dénaturé, on ne lui demande pas de produire tout et n'importe quoi pour vendre des produits. Après, à nous, derrière, de mettre le bon outil pour relier les différentes plateformes d'affiliation, d'avoir les prix qui se mettent à jour automatiquement, les fiches produits. Donc, il y a quand même aussi beaucoup de tech dans ce sujet. Et là-dessus, Prisma Media est aussi bien placé. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Claire Léost, présidente de Prisma Media. Claire, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravi de t'avoir parce qu'il y a plein de sujets évidemment sur toi, sur Prisma, sur l'actualité de Prisma Media. On en parlera, mais aujourd'hui sort cet épisode. Vous sortez la version française de Harper's Bazaar, donc tu vas pouvoir nous dire plein de choses dessus. Donc encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors peut-être pour un peu te présenter. Toi, ça fait déjà quelques années que tu travailles dans les médias. Tu as une double formation Sciences Po, HEC. Et alors, si on le fait un peu à l'envers, avant d'arriver chez Prisma, tu as été présidente de CMI Média pendant quelques années. Et si je te laisse le faire dans l'ordre inverse, avant, tu étais... Est-ce que tu as travaillé aussi chez Lagardère ? Absolument, oui, ça, oui, je suis tombée dans la presse toute petite, on va dire. Assez tôt. Et effectivement, j'avais une double formation. D'un côté, j'étais très littéraire. Et d'un autre côté, business, les maths. Et donc, je cherchais un moyen de réconcilier ces deux aspects. Et finalement, je crois que la presse, ça m'a permis de le faire parce que la presse, c'est à la fois un vrai business, donc avec des enjeux sociaux, sociétaux, politiques. De transformation, des enjeux de transformation. Exactement. C'est aussi une vraie industrie avec de l'impression, du papier, des tuyaux, de la distribution. Donc, c'est un vrai business. Et en même temps, c'est vraiment un métier d'artisan, puisque c'est un métier qu'on fait avec quelques journalistes et on décide du choix d'une photo, d'une couverture, d'un titre. Donc j'aimais bien le mélange de ces deux mondes, en fait, une vraie industrie et en même temps un métier d'artisan où chaque détail est important et où chaque semaine on remet un petit peu son titre en jeu, parce qu'on peut faire un numéro qui marche très très bien et la semaine d'après se planter complètement. C'est jamais vraiment gagné, quoi. Exactement. Et tu l'as dit aussi... littéraire, tu es par ailleurs autrice, romancière, donc je crois que tu as 3 romans, en fait j'avais noté 2 mais je suis allé vérifier, il y en a bien 3 que tu as sortis et un qui va bientôt paraître. Alors en fait j'ai publié un essai et 2 romans et effectivement j'ai un nouveau roman qui sort le 8 mars, le jour de la journée de la femme. Ça c'est bien. C'est un hasard, mais... C'est un hasard de calendrier. Et alors, première question qui a aucun rapport, mais comment t'as le temps d'écrire ? Parce que j'imagine quand même que ça t'occupe pas mal de gérer un groupe comme Prisma Media. Non, tu trouves le temps, t'écris le soir, t'as des espèces de routines pour faire ça ? Oui, alors c'est une question qu'on me pose souvent. On me demande souvent cette histoire de temps, où tu trouves le temps. Et finalement, je crois que c'est pas une question de temps, en fait. C'est de motivation, l'envie, c'est assez important pour toi d'écrire. Oui, je pense que quand on a une passion, c'est comme ceux qui font du marathon, ou j'imagine qu'ils trouvent le temps, et que quand on est passionné, on trouve le temps. Donc c'est pas une question de temps, c'est plus une question de disponibilité mentale, en fait, de se laisser traverser par une histoire, des personnages. Et donc, il y a des moments où on est plus ou moins disponible pour accueillir son histoire. Et mais finalement, le moment de l'écriture, c'est un petit moment par rapport à
tout le moment de construction de l'histoire qui se construit un peu malgré soi, en fait. Ouais, tu fais qu'on ça. Marche, pendant qu'on prend le métro, l'histoire, elle se construit malgré nous, pendant qu'on dort, pendant qu'on rêve. Et finalement, c'est juste la transcription quelque part après. La phase de l'écriture, elle est concentrée, intense, mais c'est qu'une petite partie de tout le travail du romancier. Bon, voilà. Évidemment, l'épisode, c'est pas que sur Claire Léost et des romans, mais je trouvais ça assez atypique. En tout cas, je pense pas avoir eu d'invité qui était romancier par ailleurs. Donc, je soulignais. T'es donc passé dans des grands groupes, Lagardère, CMI. C'est quoi les 2 apprentissages, on va dire, que t'as tiré un peu d'être passé dans ces grands groupes? Et alors, bizarrement, moi, j'ai jamais eu l'impression d'être dans des grands groupes. C'est vrai, alors je sais pas si c'est une question d'échelle de rapport, j'ai quand même l'impression que c'est... Oui, alors moi en fait, avant d'entrer dans la presse, pendant quelques années j'étais chez McKinsey dans le conseil, ce que j'ai fait juste après l'école, et là j'ai travaillé pour des boîtes comme Orange, Carrefour, donc là j'ai vu ça, que c'était des grandes entreprises, grosses boîtes. Oui, t'as raison, c'est que et justement, ce que j'ai aimé dans les entreprises de presse, c'est que c'est quand même du circuit court, c'est-à-dire on a une idée, on veut lancer un magazine ou un site ou une innovation. On s'y met à quelques personnes, on travaille et quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, on met en œuvre. Et après, ça marche ou ça marche pas. Mais moi, j'ai toujours aimé ce côté un peu direct, en tout cas rapide, circuit court. Ça va très vite. Et donc, j'ai jamais senti le côté grand groupe. J'ai toujours trouvé, au contraire, que ce qui m'a plu, pourquoi je suis restée dans cet univers, c'est parce que c'était très concret. Et on voyait tout de suite le résultat de ces actions, là où dans des grandes entreprises comme Orange, vous travaillez pour des plans à 3 ans, 5 ans, vous êtes un petit maillon dans une immense chaîne. Dans les groupes médias, peut-être parce qu'on a été tellement transformés, on a subi tellement de mutations. Qu'il n'y a plus de gras, donc quelque part, en fait, il reste des fonctions un peu importantes et tu dois faire cette transformation rapide, quoi. Exactement. Vie ou mort, quoi. Exactement. On a une notion de vitesse, peut-être liée à la survie, la survie de l'espèce des médias, une notion de vitesse, et puis et c'est quand même un métier de création, donc c'est un métier, c'est un métier d'homme et de femme, quoi, d'humain, de création, et donc j'ai jamais senti ça, le poids d'une superstructure. Ouais, c'est une question de référentiel, mais tu as raison, effectivement, comparé à ces boîtes que tu cites, ça reste relativement à taille humaine. Complètement. Mais c'est juste, tu vois, chez Mediarama, j'ai l'habitude aussi de voir aussi des petits médias, des pure players, 3, 4, 5 personnes. Bon, ça fait quand même partie, Prisma, ça fait partie, d'ailleurs, c'est le numéro 1 de la presse magazine. Oui. En France. Alors, j'avais cru comprendre que c'était Mondadori, enfin c'était Reward avec Mondadori. J'ai plus les chiffres en tête. J'ai juste noté que vous faites, j'espère que le chiffre est bon, 309 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est le numéro 1 de la presse magazine en France. Donc tu vois, c'est quand même Absolument. C'est quand même un beau groupe. Combien de marques ça représente ? Alors c'est une vingtaine de marques. Dans tous les domaines, donc avec des positions de leader à chaque fois. Donc sur les femmes avec Femmes Actuelles, Egala, sur le people avec Voici, sur l'économie avec Capital, sur la télé où on a de nombreuses marques, Télé Loisirs, Télé Z. Ultra puissant, ça c'est des marques encore ultra puissantes, quoi. Télé Z, Le Chien, 2,15 hommes verts. Après on a Géo, on a Harvard Business Review sur les cadres. Donc oui, c'est au total une vingtaine de marques très puissantes. Chacune dans son univers, à la fois print et digital. Et tu sais ce que ça représente en trafic ? Tu as des chiffres un peu oui, alors... des grandes masses qu'on est un peu... voilà, tu vois, qu'on puisse un peu... citer. Oui, je sais que c'est à peu près un exemplaire sur... un magazine sur 3 qui est acheté dans les kiosques, qui est un magazine de Prisma, puisqu'on pèse, je crois, 33% du marché. Donc on est très... C'est fou, quoi. Ouais. C'est quand même... Et après, en audience, on touche un peu plus de 40 millions de Français chaque mois. Et donc, tu connais un peu les profils. Alors, vous aviez un magazine Néon, je crois, qui a arrêté. Oui, Est-ce que vous avez touché quand même toute la démographie ? Oui, alors Néon, c'est vrai qu'on a arrêté la version print et on a gardé la version digitale qui marche bien d'ailleurs. Ouais, qui est hyper cool. Donc on touche à peu près tous les Français. Prisma, c'est vraiment un groupe de presse grand public, populaire. Donc on touche, un peu comme TF1, on touche tous les Français, beaucoup les femmes. Ouais. Sur le print, beaucoup les populations d'un certain âge. Et évidemment, le digital nous permet de rajeunir et le social encore plus. Par exemple, on a une marque comme Gala,
qui est le magazine gala hebdomadaire Féminin People que l'on connaît tous, mais qui est aussi une marque leader mondiale sur TikTok avec 5 millions d'abonnés. Ah ouais, mais pardon, le compte Gala France. Exactement. D'accord. Exactement. Donc c'est des tapis rouges, c'est des soirées. En notoriété, alors même s'il n'y a pas de, vous monétisez ça ? Oui, on monétise. Mais alors ce qui est intéressant par rapport à votre question, c'est que je pense que les 5 millions de personnes qui vont sur le compte TikTok de Gala peu savent finalement que c'est aussi un magazine. Vous voyez, on n'est pas sur les mêmes populations. Ouais. Et la lectrice type de Gala papier, c'est peu probable qu'elle aille sur le compte TikTok. On est vraiment sur des usages et des populations différentes. Ouais, mais en fait, c'est bien, c'est de la notoriété. Ça te permet de Exactement. dire... on se réinvente. Exactement. Et puis, en fait, à un moment donné, peut-être justement, elle viendra sur le site, elle découvrira, elle dira, tiens, je suivais Gala sur TikTok et pourra s'y abonner. En tout cas, c'est important de le faire, quoi. Exactement. Et donc, juste pour répondre sur la monétisation, on commence à monétiser les réseaux sociaux. Mais c'est assez lent, notamment TikTok, parce que le TikTok n'existait pas il y a 3 ans. Enfin, ça a vraiment explosé pendant le confinement, je me souviens. Ouais, c'est le grand gagnant. C'est fou la vitesse à laquelle ça a pris. Et... Tu es sur TikTok, toi ? Donc moi non, j'ai pas de compte, mes enfants oui, donc je suis. Mais, tu peux voir un peu ce qu'ils regardent, ce qu'ils font. Malheureusement, je vois pas trop, mais je vois le temps qu'ils y passent et je vois bien que c'est leur première source d'information, donc ce qui est un vrai sujet. Ça c'est fou, ouais, on a parlé il y a eu le baromètre de la presse qui est sorti effectivement, et donc les jeunes ne s'informent plus, et en tout cas c'est vraiment le premier effectivement vecteur où ils sont. Alors je sais pas si c'est eux qui le choisissent, mais en tout cas les news leur sont poussées sur TikTok, quoi. Exactement. Et quand moi je repense à la période du confinement 2020, donc c'est il y a pas si longtemps, il y a même pas 3 ans, et c'est à ce moment-là que ça a vraiment pris une ampleur. Et donc, c'est un peu l'histoire des médias, je trouve. C'est que tous les ans, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui ringardise ce qu'il y avait avant. Et donc, nous, et tu dois y être, et en même temps, tu peux pas te permettre de pas y être, et il faut tester. Il n'y a pas forcément de monétisation au bout, mais c'est important. Et vous pouvez encore faire ce genre d'investissement, même si c'est pour de la noto, etc. Vous pouvez. Est-ce qu'il y a entre tous ces titres, tous ces secteurs, des convergences, où vous arrivez à créer de la convergence entre les titres ? Alors oui, il y a déjà une stratégie digitale qui est quand même très globale. Par exemple, sur tout ce qui est création de contenu, il y a un vrai savoir-faire de Prisma Media, puisque le chiffre d'affaires du digital, c'est près de 100 millions d'euros, c'est un tiers du chiffre d'affaires. Et c'était déjà très fort. Donc c'est vrai que toi, tu es arrivé, on l'a dit, il y a 1 an et demi à Exactement. peu près. Il y avait déjà une grosse maturité digitale. Oui, Prisma Media est vraiment le groupe qui a le mieux réussi sa digitalisation en France. Ça t'a impressionné quand tu es arrivé Oui, complètement. C'est vrai que c'est une énorme machine à fabriquer des audiences, à les monétiser parfaitement. Et ça, c'est vrai que c'est très impressionnant. Et c'est uniquement sur le marché français arriver à faire près de 100 millions d'euros sur un modèle publicitaire, donc uniquement fondé sur les audiences. C'est très impressionnant. Donc il y a ce savoir-faire qui est global. Il y a le savoir-faire vidéo, par exemple, qui est très impressionnant aussi, parce que là, Prisma est le 3e acteur sur la vidéo, juste derrière YouTube et Facebook. Donc ça, c'est pas mal comme référence. De le rappeler dans clair, tu vois, donc je crois que c'est 300 millions de vidéos vues par mois. Il y a 5000 vidéos produites, je ne sais plus si c'est chaque semaine ou chaque mois, chez Prisma. Donc il y a beaucoup de production. Ça parle. Et ça, c'est un savoir-faire qui est vraiment propre à Prisma Media. Donc c'est vrai qu'il y a des savoir-faire qui sont diffusés sur l'ensemble des marques et qui permettent d'avoir ces volumes à la fois d'audience, de monétisation. Donc c'est très impressionnant. Il y a une régie évidemment qui est globale. Tous les sujets de data. On avait eu Philippe Schmitt à ce Micromédiarama qui expliquait ça bien. Tous les sujets de Philippe sont des sujets complètement globaux, transverses à toutes les marques. La data, les sujets de fin des cookies. Et sur les contenus, sur les éditos, les rédactions se parlent un peu. Il y a des ponts, des choses à imaginer. Alors là, c'est vrai qu'on essaye quand même de garder l'âme de chaque magazine, de chaque marque. Donc on a vraiment des équipes séparées. Et je pense que c'est bien comme ça. Autant tout ce qui est digital, tout ce qui est tuyaux, la tech, pub, etc. Tu mutualises et voilà. transverse. Mais ce qui est vraiment la création, donc le journalisme, qui est un peu le cœur du réacteur, là on essaie de garder une spécificité parce que chaque titre a son positionnement, sa cible. Sa proposition de valeur, exactement. Ses formats. Exactement. Un ton. Ses marqueurs, un peu comme on dit, qui permettent d'identifier le média. Et donc vous avez été racheté par Vivendi. Oui. Est-ce qu'il y a
convergences à imaginer avec est-ce que vous vous êtes appelé justement à aller voir d'autres assets du groupe en se disant bah tiens je sais pas Canal, Dailymotion, je crois d'ailleurs que vous êtes client de Dailymotion en l'occurrence, comme plein d'autres médias, mais donc il y a des convergences, tu vois des vraies opportunités à faire? Oui, alors c'est vrai il y a vraiment chez Vivendi cette volonté d'être un groupe industriel avec des vraies coopérations entre les différentes maisons. Donc on a fait tout ce qui était assez naturel. Par exemple, Canal+ avait un magazine pour ses abonnés, un magazine papier, donc on a proposé de le faire, puisque là on a une petite expertise sur les magazines. Quand même, s'il vous plaît. Voilà, donc on réalise le magazine des abonnés de Canal, c'est l'équipe de Gala qui le fait. On est très présent dans les festivals comme Cannes, la Mostra, donc là aussi on y va avec Canal, on leur fournit des petites pastilles de contenu. Ouais, ça c'est donc, un truc assez cool à faire. Voilà, Dailymotion évidemment, on a intégré leur player et donc ils monétisent une partie de notre inventaire vidéo. Donc quand il y a des synergies intelligentes à faire qui bénéficient à tous, évidemment on le fait. Après, probablement qu'on pourrait aller plus loin. T'es au directoire de Oui, absolument. Ça doit aussi, voilà, c'est là que justement peuvent se discuter un peu ces grandes convergences. Exactement. On essaie d'avoir un vrai projet. Après, chacun a ses spécificités. On est tous des médias différents. Ouais, bien sûr. Mais bon, tu vois, au moins qu'il y ait des avantages, que ce soit. Enfin, tu l'as dit, c'est un groupe industriel, c'est pas juste financier. Donc autant essayer de les chercher. Exactement. Oui, il y a une vraie volonté de créer des ponts et après les synergies pour que ça soit naturel, que ça marche. Il ne faut pas que ça soit imposé par en haut. Il faut vraiment que ça ait du sens pour les deux parties. S'entendent bien, que ce soit. Enfin, je ne vais pas en faire le cliché, mais 1 + 1 = 3. Quoi. Si c'est juste un peu poussif, etc., voilà. Tu peux perdre d'énergie, perdre de temps. On en parle donc quand même. Vivendi, quand a racheté Prisma, on en a beaucoup parlé dans le marché. Il y a une clause de cession qui s'est ouverte. Il y a beaucoup de salariés qui sont partis, notamment chez Capital et Géo. Comment est-ce que tu te remets de la perte d'autant de journalistes? Toi, t'arrives, c'est pas toi évidemment, hein, mais il y a ce raz-de-marée. Comment vous le vivez? Comment les titres se relèvent, se redressent? Alors la clause de cession, oui, c'est quelque chose que moi j'avais déjà vécu quand Lagardère a été rachetée les titres de Lagardère ont été rachetés par Daniel Kretinsky. Il y avait eu le même phénomène. Ouais. Donc c'est vrai que c'est un dispositif qui permet aux journalistes de partir dans des conditions financières avantageuses. Ouais, voilà. Vraiment. Et donc comme il n'y avait jamais eu de plan de départ chez Prisma Media, il y a eu vraiment c'était une maison très familiale, voilà. Très dans le Caire, à l'allemande, quoi. Ouais, non, mais carrément. Pour pas mal de gens là-bas, c'est exactement. Et donc c'est un traumatisme un peu. En tout cas, c'est vrai qu'il y avait une ancienneté forte, des équipes très très attachées à Prisma Media. Et donc, quand il y a eu cet effet d'aubaine de la clause de cession, il y a eu beaucoup de départs. Plus de la moitié des départs sont des gens qui ont plus de 58 ans. Donc, voilà. Hyper avantageux. À un moment donné, c'est normal, tu saisis. C'est ça, il y a eu un effet d'opportunité donc, que moi, je peux complètement comprendre. Oui. La clause de cession, elle est à la main du journaliste, elle n'est pas à la main de l'employeur. Donc, moi, je comprends complètement qu'après 30 ans de maison, quelqu'un qui a 58 ans décide de faire autre chose. Non, mais c'est clair, c'est des opportunités. Après, donc, c'est vrai qu'il y a eu 183 départs. En même temps, il y a eu 150 arrivées. Donc, ça a permis... important de le dire aussi. Oui. Ça a permis de... Alors, moi, je m'en serais passé complètement des clauses de cession, mais à partir du moment où elles étaient là, ça a permis de renouveler les profils, de faire arriver des nouveaux profils. Plus jeunes ou plus jeunes, mais pas forcément. Ça dépend, parce que, par exemple, le patron de Capital, je crois qu'il a 58 ou 59 ans, donc plus jeune parfois, et puis parfois aussi plus expérimenté, et avec des expériences différentes. Par exemple, le patron de Capital, il vient de l'audiovisuel, il a dirigé Public Sénat. Voilà, exactement. Donc, ça permet aussi de créer un nouveau Prisma, en fait, avec des nouveaux profils. Et donc, effectivement, des jeunes, des personnes qui sont très à l'aise sur les réseaux sociaux, beaucoup de tech. Et donc voilà, on a fait de cette situation plutôt une opportunité. On a essayé de la transformer en opportunité en attirant du nouveau talent. Et ça est derrière vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les équipes sont reconstituées et c'est reparti. Exactement. Alors il y a encore des recrutements en cours, mais oui, maintenant on a vraiment notre feuille de route et on est en marche, en ordre de bataille.
Et c'est vrai que ce sujet des départs est complètement derrière nous. D'accord. Et donc, en ordre de bataille, tu l'as dit, hein, je l'ai un peu teasé dans l'annonce, vous vous apprêtez à lancer 3 nouveaux titres, oui. Dont Harper's Bazaar qui sort donc aujourd'hui, hasard de calendrier, et 2 autres titres, donc je crois dédiés à la jeunesse et l'autodéveloppement personnel. On sait assez peu de choses là-dessus, je ne sais pas, avant qu'on parle d'Harper's, est-ce que tu peux nous en dire des choses sur ces 2 autres titres ? Alors le développement personnel, c'est un segment qui marche très fort, hein, à la fois en librairie et en presse. Ouais, et en podcast aussi. Enfin, en tout cas, c'est des sujets sur lesquels on voit bien que ça marche, quoi. En tout cas, il y a beaucoup de traction là-dessus. Et en presse, il n'y a pas vraiment de référence, c'est-à-dire qu'il y a eu des propositions, mais avec des tirages, des diffusions assez confidentielles. Donc nous, on a vraiment l'ambition de créer la référence du développement personnel. Et donc on s'est associé à une personnalité très connue de ce monde-là, que je ne peux pas dévoiler, mais qui a vraiment conçu le magazine avec nous. Et on a prévu un lancement au mois de mai. C'est pas juste une figure de proue, il est vraiment opérationnel dans le projet. Complètement, c'est son projet, c'est ses concepts, ses méthodes. Et alors, juste curiosité un peu business, c'est quelqu'un, parce que donc là, on parle, c'est quelque chose qui appartient à Prisma Media. Lui, il est juste salarié, il est intéressé au succès, un truc comme ça, c'est de la curiosité. Mais alors, quand on s'associe à des personnalités, il y a plusieurs schémas. Par exemple, moi, j'avais lancé le magazine de Sophie Davant chez CMI. Donc, il y a plusieurs schémas. Ça peut être des primes un peu au succès, selon... Oui, en l'occurrence, voilà, c'est soit des salariés, soit des pigistes. Mais l'avantage, c'est que quand quelqu'un associe son nom à un projet, il est hyper motivé parce que si le projet marche pas, c'est un four que tu vas traîner un peu. Ça va le toucher de près. Ouais. Donc ça aide à avoir une implication forte. Et puis en fait, ce genre de concept, ça ne fonctionne que si la personnalité elle est très impliquée. Parce que sinon c'est vite démasqué, c'est creux. Et puis, le lecteur le voit tout de suite. Si c'est juste une tête de gondole et qu'on met la tête de quelqu'un, mais qu'à l'intérieur on retrouve ni son univers, ni sa patte, ça se voit tout de suite en fait. Et là, le lecteur ou la lectrice n'est pas dupe. Et ça sort quand alors celui sur au mois de mai. Les deux Non, après on a un magazine pour la jeunesse qui va sortir avant l'été, probablement en juin. Où là c'est encore un autre segment qui marche très bien en presse, la jeunesse, en presse papier, parce que il y a le sujet de la lecture. Oui, et puis des grands-parents qui offrent des abonnements, on est content de recevoir le magazine. Il y a encore ce truc de rendez-vous, je le vois avec mes enfants, ça marche très bien. Et puis c'est des cadeaux faciles à renouveler, etc. Donc ça marche assez bien, quoi. Donc on a envie d'aller sur ce territoire de la jeunesse sur lequel on n'est pas présent et de tester des choses. Voilà, donc ça c'est avant l'été. Bon, c'est bien, donc des beaux projets. Et donc Harper's Bazaar, on y vient. C'est assez marrant parce que tu pourrais dire intuitivement, tu arrives dans un groupe, tu dis qu'il faudrait peut-être concentrer un peu le portfolio, tu vois, sur les marques vraiment qui marquent, qui marchent bien. Et là, pourtant, dans 3 lancements, etc., c'est quoi la jeunesse de Harper's Bazaar sur lequel vous avez quand même pas mal communiqué, qui est un gros lancement. C'est audacieux de lancer un magazine comme ça. Alors en fait, au début, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, ce qui m'a vraiment frappée, ce qu'on disait au début, c'était le niveau des audiences extrêmement élevé, en print, en digital, et des positions de leader sur toutes les thématiques. Donc je me suis dit que un des axes possibles pour encore croître et aller plus loin, il y en a d'autres, mais un des axes possibles, c'était de rajouter des thématiques sur lesquelles on n'était pas présent. Et assez naturellement, le luxe est arrivé parce que c'est un segment qui résiste très bien en presse, même qui fait mieux que résister, qui continue à progresser grâce à la santé du marché du luxe qui est quand même insolente. Oui, on le voit particulièrement en France, etc. Ça marche vraiment bien. Voilà. Et donc le business des annonceurs du luxe fonctionne bien, quoi. Venant d'un groupe où il y avait Elle, où je connaissais bien ce secteur et j'avais bien en tête que c'était peut-être une opportunité pour Prisma d'aller sur ce secteur qui était nouveau pour Prisma, mais où il y avait vraiment des investissements. Et puis aussi, pour l'avoir bien vécu de l'intérieur, c'était un milieu assez figé. C'est-à-dire que c'est un milieu où il y a des titres historiques, Vogue, Elle, Madame Figaro, très installés. Vanity Fair, lancé il y a quelques années. Je ne sais pas si tu le mets dans le même... Oui, alors Vanity Fair, c'est pas de la mode, c'est plutôt un mélange d'enquête, lifestyle, voilà. Et donc, notre perception, c'était que c'était un marché assez figé et qu'on pouvait arriver avec des nouvelles propositions et à créer quelque chose de nouveau sur ce marché
Et donc, on a discuté avec les Américains du groupe Hearst, à qui appartient la marque Bazar. Et on s'est mis d'accord. Et donc, ça a été un projet... En fait, les planètes se sont bien alignées. C'est toi, ça vient de toi, juste par curiosité. C'est vous qui les contactez. Comment ça c'est... Ils sont venus en France au mois de juin. Et ils avaient l'idée de lancer ce magazine en France parce que bizarrement, alors que c'est un magazine qui date de 1867, la version américaine, donc 155 ans. C'est iconique. Il y a 40 éditions dans le monde. Et il n'y avait pas d'édition française. Dans le pays du luxe et de la mode. Exactement. Il y en a jamais eu ? Il y a eu des tentatives, mais rien de très concret. Et donc, c'était vraiment une anomalie, en fait, que dans la France, Paris, capitale de la mode, il n'y ait pas de version de Harper's Bazaar. Donc, eux avaient cette envie. Nous, ça correspondait à un moment donc, où le groupe Prisma, au sein du groupe Vivendi, on avait cette idée d'aller sur ce secteur. Dans le segment du luxe, voilà. Donc, ça a été un bon alignement des planètes, on va dire. Et après, ça a été très vite, puisque... on a décidé vraiment de lancer au mois de septembre. On a recruté une équipe qui ne se connaissait pas au mois de novembre. Et on a bouclé... En interne, c'est du recrutement externe un peu. On a rédaction que de l'externe. On a été chercher vraiment des spécialistes, une quinzaine de personnes. Donc Olivier Lalanne, rédacteur en chef qui venait de Vogue, le directeur artistique Franck Durand aussi qui venait de Condé Nast. Donc une équipe vraiment dédiée. Capée. Exactement. Dédiée, qui avait l'habitude des codes du luxe et après, tout ça chapeauté par le patron de gala, Mathias Gürtler, qui, lui, a fait le pont entre l'univers Prisma et l'univers Harper's Bazaar, parce que c'est deux mondes très différents. Ouais, j'imagine. C'est ça. Donc, chacun avait sa culture, et en plus, il a fallu aller très vite, puisque donc on a recruté 15 personnes au mois de novembre, et on a bouclé un magazine de 300 pages le 6 février. C'est fou. Donc, après, il y a des pages de pub, évidemment, là-dessus. Oui. C'est le modèle, oui. notamment. Mais c'est quand même hyper véloce. Quoi. Oui, c'est ça. Il a fallu produire quand même 200 pages de... Oui, il y a 100 pages de pub, ce qui est un grand succès d'ailleurs. Parce que Oui, c'est-à-dire que vous avez vendu 100 pages de pub sur une belle promesse. Juste sur une promesse, sur une marque, une équipe, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose à montrer. Et on a eu un engouement du marché. Vraiment, les annonceurs ont tous suivi... Et les nouveaux annonceurs, ça, tu vois tout de suite, tu te dis, ça c'est cool, ça vient un peu augmenter notre portfolio d'annonceurs, ou c'est des annonceurs qui vous étiez déjà en contact sur du gala et qui se disent, on met du budget en plus ? Alors oui, c'est les annonceurs qu'on connaît tous, les grands du luxe, donc évidemment LVMH, Chanel, Kering, les groupes italiens. Ouais, puis être dans le numéro 1, je pense que c'est important, c'est un peu pareil. Exactement. Donc ils ont vraiment joué le jeu, il y a eu un véritable engouement. Quand on est allé les voir, ils nous ont tous dit « Ah, enfin !» Parce que je crois qu'ils attendaient de la nouveauté sur ce marché. Ouais. Et Condé Nast s'est jamais posé la question ? Alors, je connais mal le marché US, est-ce qu'ils sont trop en concurrence Condé Nast, c'est vraiment le groupe concurrent historique de Hearst. Il y a deux grandes familles américaines dans le luxe, il y a la famille Hearst et la famille Condé Nast. Donc je pense que c'était pas possible Non. Et belle opportunité. Exactement. Et pardon, mais alors tu lances un magazine de zéro. Tu vois, autant j'avais eu Diverto et Diverto se lancer tout de suite et sur des millions d'exemplaires parce que c'est très particulier. Là, aucun rapport. Vous partez de zéro. Comment est-ce que vous vous projetez sur impression, diffusion, kiosque ? Il n'y a pas d'abonnement. C'est quoi ? C'est un gros coup de com' en se disant il y a les annonceurs, tout le monde joue le jeu. Et comment t'estimes ton forecast là-dessus ? Alors, si, il faut quand même une diffusion, parce que c'est pas juste de la com, il faut quand même qu'on trouve nos lectrices et nos lecteurs. Par la com, ça peut donner envie au kiosque de se dire, tiens, allez, j'y vais, je le mets en avant, etc. Et puis, Alors, notre objectif, c'est de toucher, d'avoir ce qu'on appelle une diffusion France payée de 60 000 exemplaires, minimum. D'accord. Donc, avec un bon équilibre, kiosque, abonnement. Donc, le magazine doit trouver ses lecteurs. Après, on est confiant parce que le magazine est vraiment très, très beau, très différent de ce qui existe. Je pense que tu l'auras très vite entre les mains, Exactement. Mais c'est vrai que ça s'adresse vraiment aux lectrices qui aiment la mode. On retrouve tous les plus grands mannequins du moment qui sont photographiés par les plus grands photographes du moment. Donc il y a vraiment cette idée que pour tous ceux qui ont une culture de la mode et qui aiment la mode, ils vont vraiment... ça devient le magazine auquel s'abonner. Exactement. Et comment il y a ça et aussi la culture, pardon. C'est un mélange...
mode et culture, cette idée qu'on peut s'intéresser à la mode, mais que pour autant on n'est pas complètement décérébré et qu'on on passe pas son temps à s'acheter des chaussures et des sacs à main. Oui, c'est pas que du shopping et les défilés. Et on aime aussi les livres, les expos. Donc il y a beaucoup d'écrivains dans ce numéro, des grandes interviews croisées entre des intellectuels, des artistes, beaucoup de surprises. C'est du contenu que vous avez produit, c'est de les traductions, c'est un mix, parce que vous connaissez bien ce monde des licences, hein, on parlait de Géo, etc. Je crois que Géo c'est une licence en l'occurrence. Donc là, c'est quoi? C'est un mix? Alors là, on a produit 100% du contenu. D'accord. Ça, c'est vraiment une exigence qu'on a eue vis-à-vis du groupe Hearst. Ça, vous l'avez dealé, c'est contractuel, c'est relayeur, on prend la marque, mais le contenu, c'est nous. Alors, on ne s'interdit pas de prendre des sujets US, voilà, exactement. Mais en revanche, c'était important pour nous d'avoir une totale liberté. Et on voulait faire un bazar avec un esprit français. Donc c'était pas négociable. On voulait avoir cette touche d'esprit français. Et donc on a produit 100% du contenu. D'accord. Toutes les séries mode, les séries beauté, toutes les rencontres, 100% du contenu. Donc ça n'a pas chômé, quoi. Non, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc l'équipe est arrivée en novembre. Je suis allée juste avant Noël dans les bureaux et je crois qu'il n'y avait pas une page de produite. Donc je me suis dit... Ils sont dans vos bureaux à Gennevilliers, hein, non, rue de Penthièvre. On a pris des bureaux rue de Penthièvre. Dans Paris. C'est les petits vénards qui sont dans Paris ou non, c'était... Disons que pour un magazine de mode, c'est vrai qu'il y a un esprit, c'est important d'être proche des maisons du luxe qui sont toutes dans ce quartier du 8e. C'est important pour les fashion week. Du marché. Exactement, voilà. Donc c'était beaucoup si tu simple. veux faire venir un photographe, je sais pas, ou quelqu'un qui passe. Je fais venir les photographes, les mannequins. C'est plus simple quand même d'être au cœur de Paris. Voilà, même si on aime beaucoup Gennevilliers. On le disait, vous avez des super bureaux. Ouais, absolument. Avec un quartier en devenir, mais là, en tout cas, c'est maintenant. D'accord, dès qu'ils sont dans Paris. Et oui, donc juste avant Noël, pas une page. Donc pas une page. Donc là, 23 février, 300 pages. Exactement. Tout s'est fait vraiment. Tout a été produit à New York, à Londres. On est allé un peu partout. Et on a tout produit très vite, mais sans d'habitude pour les lancements. On fait des numéros 0, des numéros tests. On demande l'avis des lecteurs. On travaille, on retravaille, et alors là, on n'a rien fait de tout ça. Donc vous êtes très sûr de votre fait. On est vraiment allé sans filet. Après, c'est l'avantage aussi d'une franchise, c'est que quelque part, il y a quand même un savoir-faire. Vous avez échangé avec les Américains. Vous ne partez pas non plus d'un concept de zéro. Déjà, on a choisi une équipe vraiment très expérimentée, et je crois qu'on avait tous la même vision de ce qu'on voulait faire, en fait. On savait exactement... Ce bazar à la française. Voilà, où on voulait aller. On voulait retrouver l'esprit de bazar des années 60 avec une espèce de tourbillon de fêtes et un mélange donc joyeux, mode, intellectuel, enfin toutes ces valeurs. Donc on avait tous vraiment la même vision, heureusement. Ouais, au moins tu regardes dans la même direction, t'avances plus vite. Et ça a été très vite. C'est cool quand même de lancer un magazine comme ça. Je pense pas que t'en aies 10 dans ta carrière, tu vois. Alors après, il y a des plus petits magazines, des plus petits projets, mais là c'est quand même hyper... Oui, c'est vraiment, je trouve, ce qui fait le sel de notre métier, c'est la création, c'est les lancements, parce que... Avec des recrutements, tu vois, on est quand même dans un truc hyper positif. Et je reviens alors plus business, tu dis qu'il y a de l'abonnement, vous partez de zéro. Qu'est-ce que vous mettez en place un peu? Est-ce qu'il y a des actions marketing un peu, un truc prêt, un dispositif pour aller chercher très vite? J'imagine très vite, il faut des milliers d'abonnés, quoi. Oui. Or, tu démarres de zéro. Alors, beaucoup d'affichage, avec des dispositifs d'affichage un peu originaux. Par exemple, on a mis une énorme bâche avenue de Friedland sur le siège de Vivendi. Donc la couverture, elle est en énorme avenue de Friedland et rue de Tilsit, qui est donc à l'angle de... Une belle visibilité. Voilà, donc si tu fais le tour de la place de l'Étoile en voiture, tu vas voir la couverture. Donc il y a ça. Évidemment, donc de la publicité, affichage, kiosque, métro, dans les relais... beaucoup les réseaux sociaux aussi, puisque ça c'est la force de Prisma, on a des oui, réseaux vous avez sociaux quand même cette machine marketing qu'on peut utiliser. Tout le monde sera mobilisé autour de ce lancement. Exactement, et pour les abonnements, on a fait des partenariats avec les écoles de mode. On va essayer de toucher à la fois les étudiants, les jeunes, les moins jeunes, mais c'est vrai qu'on a un vrai défi d'arriver à ce que cette marque trouve son public. Et vous avez un peu de temps? Dans le sens, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est est-ce que vous vous êtes dit dans tous les cas on fait au moins 1 an ou 2 ans avant peut-être même d'être rentable parce qu'on y croit et qu'il faut le temps que la marque s'installe ou est-ce qu'il y a un peu de pression financière?
Alors c'est un investissement, c'est vrai, donc on a prévu d'être rentable au bout de 2 ans. Donc les premières années, on a prévu vraiment d'investir parce que notamment dans le luxe, pour gagner de l'argent, il faut dépenser de l'argent. Ouais. Donc comme on voulait faire vraiment un très beau magazine, on n'a pas hésité à prendre, donc ce que je disais tout à l'heure, les meilleurs photographes. Ouais. Par exemple, on a pris Mario Sorrenti pour la couverture, qui est un très grand photographe qui a découvert Kate Moss. On a fait 4 couvertures avec les 4 mannequins du moment. Donc on a vraiment pas eu de limite sur les budgets. Limiter les moyens. Exactement, parce que c'est important en fait pour devenir la référence, faire la différence et qu'on puisse pas nous contester. Voilà, que la qualité soit là, que les annonceurs soient contents. Les annonceurs nous ont fait confiance. Ils ont pas demandé, ils ont demandé un peu sur l'édito ce que ce serait. Non, pas du tout. Ils n'ont vu aucune page. Donc c'est vrai qu'ils nous ont fait confiance sur une page blanche. Donc à nous aussi d'être à la hauteur de qu'ils renouvellent confiance qu'ils ont mis. Et donc c'est vrai c'est vrai que c'est un investissement. Et après on est confiant parce que on se dit qu'il y a vraiment de la place sur ce marché. C'est vrai que le luxe est un marché florissant chez les jeunes, chez les moins jeunes. Il y a un appétit pour la mode, pour la beauté, pour le lifestyle. Donc, nous, on voudrait être la référence journalistique de ce secteur. Et donc, on est très confiants. Oui. Eh ben, écoute, on va suivre ça, évidemment. Je reprends un peu de hauteur pour revenir sur Prisma Media. Un de tes mandats, c'est d'accélérer la mutation numérique. On l'a dit, elle était bien en place et c'est un groupe avec une forte maturité, mais évidemment, il faut toujours un peu l'accélérer. Est-ce que tu as des priorités? Alors, ça fait maintenant 1 an et demi donc je pense que tu as mis déjà pas mal de choses en place, mais sur data, abonnement, je sais pas, acculturation des rédactions, diversification, les réseaux sociaux, c'est quoi un peu toi tes chantiers que tu essaies d'insuffler dans le groupe? Alors, un chantier vraiment global qu'on s'est fixé, c'est d'être le champion européen des marques médias désirables. Donc, champion européen des marques désirables. Ouais, donc c'est vraiment que nos marques, elles soient désirables. Donc Harper's Bazaar, ça participe de ça, c'est d'avoir des marques iconiques, comme on dit maintenant, et champion européen parce que comme Prisma Media est très fort en France, c'est vrai qu'il y a un moment, on peut rajouter des thématiques, on peut faire évoluer le digital, on en parlera peut-être après, mais fondamentalement, on doit trouver des opportunités dans d'autres marchés. Parce que ce qu'on se dit, c'est que ce qui a fait le succès de Prisma Media en France, on peut tout à fait l'appliquer à d'autres pays qui sont peut-être moins matures sur le digital. Ouais. Et donc, on regarde toutes les opportunités en Europe pour essayer de s'implanter. Croissance externe. Croissance internationale, ça c'est le premier axe. Lancement de nouvelles verticales, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec le luxe, la jeunesse, donc ça c'est le deuxième axe. Le développement personnel, oui. Et sur le digital, l'enjeu qu'on a, c'est que finalement, Prisma Media a tellement bien réussi à monétiser ses audiences via la publicité que c'est compliqué de rajouter encore des formats et des formats de monétisation parce que voilà, il y en a partout. Et on est plutôt sur quelque chose, enfin une simplification de l'UX, quelque chose de plus quali avec de l'attention que multiplier les formats, quoi. Exactement. Là, il y a quand même une surcharge mentale, comme on dit, sur les sites, et donc on essaie de calmer tout ça. Et en plus, un marché du programmatique qui va évoluer. Et donc l'enjeu pour Prisma, c'est de trouver des nouvelles sources de monétisation sur le digital. Alors ça peut être le paywall par exemple, on teste en ce moment l'abonnement payant parce que c'est vrai que c'était pas du tout le modèle de Prisma, donc on le teste sur Capital. Ouais. Ça peut être une piste. On regarde aussi tout ce qui est content to commerce. Ouais. Content to commerce, affiliation, retail média, donc ce qui consiste à faire passer nos internautes de lecteurs à acheteurs. Donc, c'est vrai que c'est une tendance qu'on observe beaucoup aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Voilà. Donc on est en train d'accélérer vraiment sur ce sujet pour. Surtout que vous êtes sur des thématiques qui fonctionnent a priori. Vous n'êtes pas sur de la hard news où c'est un peu compliqué. Exactement. Que ce soit pour la rédaction ou même dans l'attention. Tu vois, vous êtes sur des trucs où a priori ça doit marcher. Oui, finalement, on en fait du content to commerce, mais sans aller jusqu'à l'achat, puisque ce qu'on fait sur Femme Actuelle, les bancs d'essai qu'on fait toute la journée sur les sèches-cheveux, je sais pas quoi, les crèmes anti-rides, finalement, c'est
c'est dans l'ADN de nos marques. Bien sûr, de si tu le conseiller fais des avec produits. De transparence, Exactement. comme font les numériques, etc. Exactement. Il faut faire l'affiliation. Tu dénatures le pas vendre. ton Non, métier de carrément pas. journaliste, tu donnes des conseils, et puis derrière, si tu permets à l'internaute d'aller jusqu'à l'acte d'achat, et que tu lui simplifies la vie, et qu'au passage, toi, tu gagnes ta vie, je pense que tout le monde est gagnant. Donc là-dessus, on accélère fortement. Ouais, c'est un bon sujet, ça va être intéressant de voir tout ce que vous faites. J'ai vu aussi passer un investissement que vous avez fait en Media for Equity de Agua Blanca. Oui, absolument. Et ça, c'est pareil, c'est dans cette logique, il va y avoir des ponts. Absolument, oui. Je rappelle, c'est vraiment du Media for Equity, c'est-à-dire que c'est une prise de participation au capital de cette société contre, vous le payez par de la visibilité dans vos médias. Exactement. Donc ça, c'est Ce qui est hyper malin pour un groupe média qu'on voyait plus beaucoup ces dernières années, j'ai l'impression, le Media for Equity. Oui, alors là, ce qui nous a séduit, c'est vraiment le fondateur, qui est Sébastien Fabre, qui est l'ancien fondateur de Vestiaire Collective, donc qui avait fait le succès de Vestiaire Collective sur ce modèle justement de lien avec des médias, de pont entre des médias et une plateforme marketplace. Donc là, il veut faire la même chose sur tout ce qui est hygiène, beauté, entretien de la maison. Donc un site très grand public qui correspond bien aux audiences de Prisma, à Femmes Actuelles, à Télé Loisirs. Donc ça va nous permettre effectivement de faire plein de tests, des renvois vers son site, de voir ce qui fonctionne moins bien, de voir quelles sont les mécaniques. Ça, en termes d'apprentissage aussi, ça peut être très très cool. Exactement. De tester tout ça. Exactement, de voir jusqu'où on peut aller dans l'intégration. Ouais. Donc, Et les rédactions, généralement, elles sont plutôt contentes. Elles comprennent un peu cette nécessité de se diversifier, de chercher d'autres modèles. Complètement. Ouais. Alors, l'avantage, c'est Prisma Media, c'est justement qu'il y a une très grande maturité sur le digital. Et donc, il y a en permanence la recherche de nouvelles sources de revenus. Et c'est donc, pas tabou, et vous n'avez pas de problème là-dessus. Et à partir du moment où, ce qu'on disait tout à l'heure, le travail du journaliste n'est pas dénaturé, on ne lui demande pas de produire tout et n'importe quoi. Il fait vendre des produits. Content. C'est juste le meilleur produit qu'il a testé. Tant qu'à faire, on peut le vendre. Exactement. Et après, à nous, derrière, de mettre le bon widget ou le bon outil pour relier les différentes plateformes d'affiliation, d'avoir les prix qui se mettent à jour automatiquement, les fiches produits. Donc il y a quand même aussi beaucoup de tech dans ce sujet. Et là-dessus, Prisma Media est aussi bien placé, puisque nous, on a 200 personnes à la tech. C'est une équipe vraiment... C'est énorme. Très impressionnante. C'est 200 personnes à la tech, quoi. Voilà, donc ça, c'est Tout est fait en interne. Tout est fait. Alors ça, c'est vraiment une culture Prisma Media. Le développement des apps, etc. Absolument. Il y a vraiment cette culture de... si quelqu'un le fait, nous aussi, on peut le faire et on le fera mieux. Et donc, par exemple, le header bidding, il est maison. Tout est maison. Le CMS. Voilà, la gestion du programmatique. Alors, il y a même la gestion du programmatique pour des tiers, pour des sites comme l'Express, Libération, La Tribune. Parce que c'est vrai qu'il y a une telle expertise sur ce sujet. C'est une industrie très 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 compliquée. En tout cas, il faut des grosses expertises et que vous avez, donc vous pouvez le mettre au service d'autres éditeurs amis ou en tout cas qui voient bien l'intérêt. Qui ont peut-être d'autres chats à fouetter, qui vont se battre sur d'autres sujets comme le paywall ou les contenus, mais le programmatique qui est un sujet tellement tech et tellement pointu, c'est pas chacun n'a pas les moyens de développer son outil. Il vaut mieux massifier les volumes et face aux agences. Et face aux annonceurs, être plus gros. Exactement, ça permet de faire monter les prix. C'est clair, ça c'est hyper important de le rappeler. Je reviens sur le e-commerce, tu t'es fixé ou vous êtes fixé des objectifs de se dire on voudrait, je sais pas, dans 5 ans, Prisma Media fasse un tiers de son chiffre d'affaires dans le commerce. Vous avez des objectifs clairs comme ça là-dessus sur cette partie e-commerce ? Donc aujourd'hui, on fait 100 millions d'euros uniquement sur de la monétisation publicitaire en fait. Donc on voudrait assez vite que ça devienne une part significative du chiffre d'affaires. On ne s'est pas fixé d'objectif, mais même si mais en tout cas c'est un gros en forte croissance. Ça double tous les ans. Donc il y a ça, et puis il y a aussi le sujet des audiences sociales, parce que c'est vrai qu'on voit vraiment un vieillissement des audiences numériques rapide. Déjà. C'est-à-dire que ce qu'on a connu sur la presse il y a 15 ans,
On commence à voir sur les sites. Exactement. Les audiences desktop, elles vieillissent très très rapidement. Et on le voit bien avec nos enfants qui sont directement sur le social, mais qui mettent jamais un pied sur le site. Ou un œil sur un site. Non, mais c'est clair. Et donc, on a vraiment ce sujet, nous, médias, globalement, de prendre le virage des réseaux sociaux et de les monétiser et d'aller là où sont les usages et les audiences. Et les audiences, elles sont en train de migrer vraiment. Et tu as vu des belles choses faites dans le groupe sur les réseaux ? Donc, il y a ce fameux compte TikTok où on a pris, je crois qu'on est premier ou deuxième compte mondial. Donc, vraiment, avec les 5 millions d'abonnés, un très gros succès. Donc, bien sûr, maintenant, on discute avec TikTok pour transformer ce succès d'audience. Mais ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu d'abord les audiences et après la monétisation est venue. Hein, on le voit à chaque fois. Ouais. Donc il y a toujours un décalage. C'est maintenant que j'ai les audiences, je pèse un petit peu. Voilà, c'est comment est-ce que tu me rémunères, moi, créateur du contenu, quoi. Exactement. Après, le souci, c'est que TikTok, même chez eux, en fait, il y a un problème d'organisation parce qu'il y a une telle croissance tellement vite qu'on est face à des équipes qui ont 25 ans en moyenne, qui changent tous les 3 mois. Qui connaissent même pas ton industrie ou quoi. Oui, etc. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a un apprentissage aussi. C'est des sociétés qui sont pas du tout matures. Ouais. Et donc, il faut arriver à travailler ensemble. Donc, on a un vrai enjeu, sur le social, savoir produire des vidéos. Le succès de la vidéo de Prisma Media sur les sites, il faut le répliquer sur le social, donc avec d'autres formats. Et comment vous faites alors ça là, c'est les rédactions qui se saisissent des sujets ou toi tu as donné un peu des grandes directions en disant ce savoir-faire qu'on a dans les vidéos, tester un maximum, aller sur les réseaux sociaux, aller sur TikTok, tester. Oui, c'est ça, on a Cerise par exemple, donc c'est Oh My Mag et Genside qui sont 2 sites sur cette cible jeune qui sont très très forts pour aller chercher des incarnations sur le social, parce que le social c'est aussi beaucoup une question de qui incarne. Ouais. Donc on a demandé aux équipes de Cerise de nous aider sur les différents sujets. Donc on a vraiment en plus du content to commerce, ce sujet de l'accélération sociale qui est très important. Et qui n'est pas incompatible à mon avis, parce que demain tu pourras aussi faire du content to commerce peut-être directement d'un TikTok vers un e-commerce, quoi. Enfin, exactement. Tu vois, et peut-être que le site n'existera pas, ce sera même pas la passerelle, je sais pas, il peut y avoir ces ponts-là directement. Complètement, oui. Donc on a tous ces fronts. Je pense que la monétisation publicitaire restera notre socle. Et on n'est pas du tout à la fin de la monétisation publicitaire, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Ah oui. Mais c'est vrai qu'en rajoutant des thématiques, en allant à l'international, et avec ce virage vers le social et le e-commerce, normalement, on va continuer à faire de la croissance et on a des belles années devant nous. Bien occupées. En tout cas, oui, surtout que Harper's Bazaar, pour nous, c'est vraiment une première étape vers le segment du luxe, mais on a plein d'autres idées, il y a plein d'autres choses dans nos cartons. Bien sûr, entre l'événementiel, il y a vraiment effectivement plein de choses, les déclinaisons, il y a plein de trucs à faire. Comment tu vois, toi, l'avenir de la presse magazine? Alors, on en a parlé un peu parce que quelque part, c'est peut-être ce que tu décris pour Prisma que tu vois, mais t'es confiante un peu sur l'avenir de la presse magazine? Alors en fait, moi, je suis confiante dans le... Finalement, il faut revenir à quel est notre rôle, nous les médias. Donc notre rôle, c'est de raconter des histoires, d'informer, de divertir. Et ça, je pense que ça existera toujours. Ça a existé de tout temps. Et... Les conteurs d'histoires, effectivement, il y en a toujours eu. On en a besoin. Exactement. Donc après, la question, c'est sous quelle forme tu vois, parce que là, il y a cette crise du papier qui doit vous impacter. Je ne sais pas si tu as les chiffres, mais à mon avis, ça doit être plus 70%. Ouais, donc ça doit être très violent. Ça doit être des millions d'euros qui direct s'évaporent de l'ébis. Oui, c'est ça, exactement. Donc toi, tu penses que ça va accélérer la mutation? Je pense, alors moi je pense que ça doit faire 20 ans que je suis dans la presse et ça fait 20 ans que j'entends que le papier c'est mort. Je me souviens déjà en 2011 de quelqu'un qui m'avait dit mais la presse télé, il faut arrêter tout de suite, c'est mort. Et je crois si vous avez reçu les gens de Diverto, vous voyez bien, mais je crois qu'on vend encore 10 millions d'exemplaires papier chaque semaine. Ouais, c'est très violent. Donc je pense qu'il faut être réaliste en fait. Il y a un déclin des marchés traditionnels sur le papier. Donc, qu'on accompagne. Exactement, et qu'on peut tout à fait projeter, puisque c'est très linéaire, c'est très stable, cette baisse, donc ça, on arrive tout à fait à la projeter. Dans le même temps, moi, je crois qu'il y a des nouveautés, c'est un marché d'offres, en fait, donc il faut animer en permanence avec des lancements. Et on arrive à installer des lancements encore sur ce marché du papier, donc il faut tout le temps animer le marché. Et évidemment, il faut digitaliser et aller là où les audiences sont. Donc hier,
le web, demain le social. Donc je pense que tout ça, c'est un écosystème et que simplement il faut... c'est les formats, c'est les supports. Quoi. Exactement, mais qu'en revanche, notre métier qui est de tous les jours d'informer, de divertir, de raconter, ça, on a tous besoin d'histoire, on a tous besoin d'informations. De s'informer. Et ça ne changera pas. Il faut juste être là, et là où sont les gens. Exactement. Merci Claire, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Non, ça c'est ton boulot, c'est pas le mien. Je sais pas, je peux avoir des fois des trous dans la raquette. Non, a priori on a couvert tous les sujets. Ah ouais, je pense. Bon, ouais. Alors, il me reste la dernière question. Est-ce que tu as un truc cool à nous partager? Un truc cool, hein. Je sais pas si je suis très cool, moi. Non, mais je sais pas, ça peut être un podcast que tu as écouté, un livre, un film, une expo. Quel est le dernier truc cool que j'ai fait? Écoute, dimanche, je suis allée à la Fondation Pinault. Je sais pas si tu connais cet endroit, à la Bourse du Commerce, qui est vraiment magnifique. Et il y a une nouvelle exposition d'un artiste japonais qui fait des arbres. Voilà, donc et ça m'a beaucoup inspiré. Oui, des arbres qui sont prisonniers de la matière, et c'est cette idée qu'il faut prendre soin du vivant et qu'en fait, on s'en rend même plus compte, mais que souvent les arbres, ils étouffent parce qu'ils sont emprisonnés entre des tours. Enfin, c'est toute la métaphore de ce qu'on fait subir à notre planète. Exactement, à la Fondation Pinault. Voilà, là tu le vois vraiment de façon concrète, tu vois comment... Voilà, ce que... Ça te reconnecte aux arbres et donc aux vivants. Et voilà. je mettrai le lien d'exposition dans les notes de l'épisode. Merci Claire pour ton temps. Merci à toi. C'était hyper agréable de t'avoir et donc bon lancement de Harper's Bazaar. Merci. Écoute, encore une fois, ça doit être un des grands lancements de l'année. Il n'y en a pas souvent des grands lancements comme ça. Exactement. Donc, le lancement de l'année, donc il faut se précipiter en kiosque. Exactement, ça sort aujourd'hui. Vous écoutez cet épisode, allez acheter le numéro 1 et puis après le numéro 2, abonnez-vous si ça vous plaît. Merci encore et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.